Bonjour. Le photographe que j'ai invité cette semaine travaille sur le Darfour depuis 8 ans. Il a photographié les camps, mais aussi le reste du pays. Il s'appelle Claude Ivernay. Bonjour Claude. Bonjour. Quand êtes-vous allé au Darfour pour la première fois? Il y a 8 ans, en 98, j'ai foulé pour la première fois le Soudan, car je travaillais sur une piste transsaharienne ancienne qui relie depuis quelques siècles les royaumes du Darfour à la moyenne Égypte. C'est ce qui m'a amené là-bas au départ. D'accord. Et où exactement? Dans l'ensemble du Darfour ou... Essentiellement d'abord sur les marchés camelins, c'est-à-dire ils sont un peu répartis autour du Djebel Mara, qui est la principale montagne au centre des trois Darfours. On a des marchés comme Sarafomra, Facher, Niala, Foro Borenga, à l'extrême frontière centrafricaine. Et c'était comment le Darfour en 1998, quand vous y êtes arrivé, les années avant la guerre, c'était comment? C'était déjà une contrée. Alors nous, on n'avait pas du tout accès à ces informations-là, du moins elles n'étaient pas diffusées, mais elles existaient. La guerre a toujours existé au Darfour. Ah bon? J'ai encore des premières pages de journaux de l'époque qui titrent « La guerre au Darfour ». Le Darfour était Déjà en 98? Oui, et même avant. Très régulièrement, le Darfour était fermé, on ne pouvait plus y aller. Et on ne pouvait plus en sortir non plus, c'était couvre-feu, dire qu'à l'époque c'est couvre-feu également à Khartoum. Mais le Darfour était un pays dans lequel on comptait déjà entre 2 et 5 000 morts par an, issus directement de combats à l'époque qui étaient essentiellement ethniques, mais également et de plus en plus se développaient des combats entre milices. Milices de nomades, de tribus apparentées arabes, et de milices naissantes. Au début, ce n'était pas vraiment des milices, c'était plutôt des groupes, notamment de Zahrawa, qui soit répondaient, soit venaient également faucher du bétail. Et puis voilà, je t'attaque, je retourne, et puis je reviens avec mon grand frère, je reviens avec plus, et puis je reviens avec plus, jusqu'au moment où l'armée de Khartoum, l'armée du gouvernement intervenait, pour essayer, alors c'est avec les hélicoptères, avec l'aviation, enfin c'était plutôt de l'arme lourde. Et c'était comment le Darfour, donc à cette période-là? Cette période-là, c'était un peu comme le Darfour, la partie du Darfour qui n'est pas aujourd'hui touchée par la guerre, car il y a des zones comme ça. C'est une zone rurale sous-développée, sans route, sans école, sans électricité, sans médecine, sans rien. Une zone dans laquelle les hommes et les femmes, voilà, comme sur cette photo, passent leur temps à survivre. Les filles, comme dans, je sais, beaucoup d'autres pays d'Afrique, consacrent 4 à 6 heures par jour pour aller chercher de l'eau. Au wadi, dans le cours d'eau asséché, où on creuse des puits et puis on va tirer avec une corde des bidons plastiques et on va ramener l'eau à la maison. On fait le trajet 2 fois par jour. Alors inutile de dire que même d'ailleurs s'il y avait des écoles, il n'y en a pas, mais s'il y avait des écoles, on n'irait pas. Les garçons gardent le bétail ou vont au champ. Donc un pays démuni de tout. Démuni de tout. Sur le plan rural et sur le plan urbain, démunis d'infrastructures, du moins les plus élémentaires, mais également de plus en plus, peu à peu, soumis à la loi du marché national et international, plutôt qu'à la loi du troc et du marché local, qui gérait avant les ressources du Parce pays. que les richesses du Darfour, donc on parle du pétrole, mais il y a aussi du blé. Alors, il y a du blé, du millet, des agrumes, beaucoup d'agrumes, tout autour du Djebel Mara, donc cette montagne au centre. On cultive beaucoup. Aujourd'hui, ça se complique un peu parce que le sous-sol, mais alors c'est très profond. Petronas, société malaisienne, vient juste d'arrêter il y a quelques mois ses forages, car il y a du pétrole, mais il est profond. Et alors, qu'est-ce qui a changé au Darfour avec la guerre? C'est comment le Darfour aujourd'hui? Le Darfour aujourd'hui, en fait, le Darfour d'après aujourd'hui... ce que j'ai compris, vous avez pu aller à des endroits où personne ne va, faire des photos qu'on ne verra pas parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin, vous avez la possibilité d'aller dans le reste du pays, d'aller hors des camps.
Et justement, c'est comment le Darfour hors des camps Le Darfour hors des camps... Est-ce que ça a changé, pas changé? Qu'est-ce qui vit? Il a changé. Le Darfour aujourd'hui, c'est devenu un puzzle. Vous prenez un puzzle, vous enlevez une pièce sur deux, ou parfois 2 pièces sur 3, et vous mettez du noir à la place. Ça vous donne une espèce d'immense puzzle sur lequel il manque des pièces, enfin sur lequel il y a des grosses taches. Là où il y a des taches, il n'y a plus rien. Vous avez des zones sur lesquelles les villages sont brûlés, il n'y a plus rien, pas de culture, rien du tout, plus de bétail. Et puis d'autres zones, comme ces zones-ci, les zones que j'ai visitées aussi bien, voilà, des zones dévastées. Là, vous avez des villages totalement brûlés sur lesquels il n'y a plus rien, il ne pousse même plus rien. Et puis, pas très loin, vous avez des zones cultivées, des zones sur lesquelles vous trouvez du bétail, sur lesquelles les gens vivent dans le même dénuement qu'avant, sauf qu'à part quelques problèmes de sécurité, ils sont quand même obligés de faire attention, la vie continue. On continue à aller chercher de l'eau au puits, on continue à planter, on continue à récolter, on continue à engranger. Je crois qu'on a une photo ici, voilà, des photos très étonnantes. Ça, c'est un grenier à grains plein, c'est du millet. Il est plein, et des greniers comme ceci, on peut en voir dans certaines régions une multitude. Alors ça pose beaucoup de questions. Pourquoi certaines régions sont dévastées, d'autres pas? C'est parce que toutes les tribus ne sont pas en guerre non plus. Tout le monde n'est pas en guerre au Darfour. 3 tribus en guerre, oui. Alors sont principalement les Four, les Massalites et les Arawa. Les Arawa, c'est une tribu qui est plutôt originaire... Qui sont en guerre contre Khartoum? Alors, ils ne sont pas en guerre tous pour les mêmes raisons. Il y a une faction, la première, celle qui est la plus légitime à mon sens, qui est le SLA, le Sudan Liberation Army, SLM pour mouvement, qui revendique une émancipation de Khartoum, c'est-à-dire ils ne veulent pas l'indépendance, ils veulent simplement être reconnus et pouvoir assumer le développement de leur pays, car le Darfour, c'est une région du Soudan, mais c'est également un pays, il n'y a pas très longtemps, que le Darfour est soudanais. Et aujourd'hui encore, quand je les quitte et pour me rendre à Khartoum, ils me disent « tu vas au Soudan ». Ils se considèrent toujours, à juste titre, comme des gens différents. Ils ont d'ailleurs été considérés comme des gens différents, comme des pouilleux, comme des moins que rien. Les arabes ou pas arabes, tout ça c'est autre chose. Venir du Darfour, c'est être un qalibin également. Ça veut dire c'est rien, c'est la lie de la société. Ah oui, ce sont des gens qui ne comptent pas. Et là, ils ont envie de pouvoir profiter de leur pays et de récupérer. Tout à fait. D'autant plus que ce sont principalement les Fours des peuples plutôt éduqués. Plutôt, sont quand même les héritiers des dynasties Fours, des royaumes Fours qui, depuis le XIVe siècle, en ont donné ils ne se sont pas laissés compter par Khartoum, ni par l'Égypte, ni par le Wadaï, qui était le Tchad, ou le Borno, qui était l'ancien Centrafrique, et les régions avoisinantes. Même si c'était eux, à l'époque, les esclavagistes, c'est-à-dire qu'ils allaient faire les fours, qui subissent aujourd'hui le feu des Arabes, toujours entre guillemets, étaient, dans les siècles passés, il n'y a pas très longtemps, ceux qui organisaient, de façon très officielle, des expéditions pour aller capter des milliers d'esclaves au Bahr el-Ghazal, plus au sud. Et vous avez rencontré donc des relations, enfin vous avez eu des relations et rencontré, parce que vous avez même vécu un moment au Darfour, resté un moment. Mais en fait, depuis 8 ans, je squatte un peu le territoire, j'irai un peu à tous ces échelons. Oui. Je rencontre aussi bien facilement, je parle arabe, donc c'est plus facile, arabe soudanais. Et puis je voyage à pied, en chameau, à cheval quand il le faut, ou en pick-up, en camion, à dos d'âne. Je mange ce qu'on me donne, ou ce que je trouve, et je vis comme un Soudanais. C'est peut-être ce qui fait justement le fait qui me permet, au fil des années, de pouvoir m'y mouvoir à la façon d'un Soudanais, à travers les mailles, voir ce que d'autres ne voient pas, c'est tout à fait logique, normal, même en étant à côté. Alors j'ai la chance de pouvoir me faufiler en dehors des camps, en dehors de cette grande théâtralisation de la crise du Darfour,
pour tenter de montrer autre chose. Est-ce que vous pensez que les politiques se sont engagés, enfin certains candidats à la présidentielle se sont engagés pour le Darfour. Est-ce que vous pensez que la solution est politique? Est-ce qu'il faut envoyer l'armée? Quelle piste vous imaginez pour régler ce... Je pense déjà qu'il faut arrêter de croire que les politiques ont tous les pouvoirs. On sait depuis longtemps que c'est l'économie qui a le pouvoir. La France ne pourra rien seule. Le Soudan est un pays peuplé de gens intelligents. On a toujours l'impression que tout le monde est barbare et que la barbarie sont des gens idiots. Mais non, le Soudan a su saisir des opportunités, et même les pires opportunités d'isolement, pour nouer des contacts, nouer des liens très très forts, principalement économiques, avec des pays tous azimuts sur la planète. Ce qui fait qu'il y a un équilibre des forces en présence aujourd'hui, alors qu'avant il y avait surtout États-Unis, Europe. Aujourd'hui non, il y a l'Asie qui compte, il y a le monde arabe qui compte, l'Afrique qui compte, l'Europe, les États-Unis. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire exercer un levier sans agir de l'autre côté. Je veux bien que les politiques demain disent stop, plus rien au Darfour, mais alors Chirac a déjà eu tellement de mal à imposer Alstom, qui était le plus mal placé sur les contrats de turbines du barrage, à faire prolonger les contrats de Total, qui est la plus grosse, la plus importante concession pétrolière au Soudan, qui ne l'exploite pas, qui patiente depuis 30 ans après l'avoir chippé aux Américains qui, eux, l'avaient découvert, donc ils l'ont mauvaise, ils auraient bien voulu quand même le récupérer. Finalement, le gouvernement a profité de tout ça, de tout ce vacarme et du processus de paix pour faire appel à l'Asie. Alors Petronas, les Malaisiens. À qui il faut donner Il faut redonner du pouvoir au local. Le fait que Khartoum a imposé ses gouverneurs, a imposé ses chefs de police, contre l'avis des locaux. Ça, c'était une erreur. Donc il faut redonner du pouvoir il faut redonner du pouvoir aux chefs locaux, qui soient issus du territoire et non pas parachutés. De la même façon, les ONG, les Nations Unies, qui commettent des erreurs gravissimes, en arrivant avec nos pensées occidentales, nos modes de fonctionnement, et en les plaquant sur des territoires sur lesquels ils sont totalement inadaptés. Donc où il y a des gabegies absolument infernales et où on ne comprend pas vraiment forcément toujours ce qui se passe parce qu'on n'aborde pas les questions du bon côté. Comment le plus important aujourd'hui, bien sûr, je suis d'accord, c'est arrêter le bain de sang. Oui. Désarmer, c'est quasiment impossible. Tout le monde, tous les foyers, chaque foyer possède une arme. Moi-même, quand j'ai traversé le désert libyque sur la piste des 40 jours, j'étais armé. Tout le monde est armé là-bas. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est depuis que je connais ce pays. Il ne peut, à mon avis, se passer quelque chose pour arrêter que si on devient un peu plus humble, chaque pays, et vraiment fait preuve de bonne volonté, tout en préservant ses intérêts économiques, mais de créer une toile, un peu comme une toile d'araignée. C'est comme ça qu'est conçu le paysage social soudanais. Hein, tout le monde n'est pas noir ou arabe, tout le monde n'est pas bon, méchant, etc. Tout ça, c'est complètement mélangé, y compris le pouvoir. Les islamistes sont présents chez les rebelles. Le JEM, c'est un mouvement qui est financé par les islamistes, qui tire les ficelles depuis Hassan el-Tourabi, qui est le principal méchant dans l'histoire, celui qui a fait imposer la charia en 83, armer les rebelles de la JEM, qui refusent toujours de signer le processus de paix, les accords de paix, c'est financer les islamistes. Alors, ici, on critique, on dit que c'est Khartoum, les islamistes, mais alors, ils sont effectivement partout, en fait. Ni nulle part, ni partout. Oui. Donc, il faut faire appel aux bonnes personnes, aux bons experts, ceux qui connaissent le pays, qui savent éclairer ceux qui prendront les décisions d'aller consulter. Et on ne résoudra, à mon avis, pas ce problème si les délégations officielles du ministère des Affaires étrangères nourries des éclairages des experts et avec force conseil des compagnies financières
impliqués dans le pays, n'essaient pas de se concerter tous les uns les autres pour que tout le monde y trouve son compte. C'est pas très compliqué pour moi, une résolution de guerre. Il faut d'abord poser la bonne question, à qui profite la guerre? Ensuite, à qui profiterait la paix? On trouve très vite, on arrive à ce moment-là très vite à désigner des personnes. Hein. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver des compensations, c'est cynique, hein, mais il faut trouver des compensations à offrir à ceux qui ont intérêt aujourd'hui à la guerre dans un temps ultérieur de paix. Oui, tout à fait. Des compensations, voire des gains. Oui, on va s'arrêter sur cette conclusion. Est-ce que vous allez retourner au Darfour? Oui, oui, bientôt. Eh ben, bon retour au Darfour et à bientôt peut-être. Au revoir. Merci. Au revoir.